pourquoi un éditeur est-il avant tout un lecteur passionné? Elsa Duvignac est éditrice de romans jeunesse et booktubeuse, c'est-à-dire que dans les vidéos qu'elle réalise et publie sur YouTube, elle parle exclusivement de livres. Et pour cause, la vie d'Elsa à 24 ans est presque totalement centrée autour de ces objets qu'elle chérit, les livres. C'est simple, elle ne se souvient même plus du premier livre qu'elle a lu. Abonnée à J'aime lire, toute jeune, elle lisait beaucoup la collection des Ratus, puis ses premiers vrais romans furent les tomes 1 de Tara Duncan, La quête de Deltora et La quête d'Ewilan, dévorés à quelques semaines d'écart à l'âge de 9 ans seulement. D'ailleurs, Pierre Bottero est l'écrivain qu'elle pourrait désigner comme son auteur préféré, pour la simple et bonne raison qu'elle a lu tous ses livres et qu'elle les a tous adorés. Cela dit, dans le cœur de la jeune femme, d'autres noms se bousculent déjà. Et pourtant, si Elsa est passionnée de livres, les romans sont loin d'être son seul amour. En effet, la jeune éditrice est une immense lectrice de manga. Elle vit à Paris, mais elle adore le Japon, où elle est allée 3 fois et a vécu presque 4 mois. Le secret de cet amour inconditionnel? Les sources chaudes, la nourriture de ce pays et, évidemment, les mangas qu'elle peut acheter pour 3 fois rien. Car oui, Elsa lit et parle le japonais, langue spécialement apprise pour pouvoir réaliser son rêve, devenir éditrice. Vous l'aurez compris, Elsa est une passionnée. Dynamique et persévérante, elle sait tout donner quand elle aime quelque chose. Et ce qu'elle aime, ce sont les livres, papier, e-books ou audiobooks. Tout ce qu'elle fait, ou presque, est lié aux livres. Elle est éditrice de romans jeunesse, elle fait des vidéos pour sa chaîne Booktube, elle travaille sur son propre projet de roman jeunesse, elle écrit ses reviews sur l'application Goodreads, elle regarde des vidéos d'autres booktubers et elle parle, oui parce qu'elle aime parler et même très très vite, elle parle de livres avec ses amis. Son record de lectrice, attesté par Goodreads, 41 livres dévorés en un mois, 9 romans, 3 romans graphiques et 29 mangas. Excusez-la du peu. Enfin, si elle était un livre, elle serait Le Faiseur de rêves de Laini Taylor. Si elle était un objet, elle serait une bibliothèque, ça va de soi. Et si elle était un animal, elle serait un lama. Oui, il faudrait lui demander pourquoi à l'occasion. Chers amis du livre, je vous laisse en compagnie d'Elsa Duvignac, une lectrice faite pour devenir éditrice. Bonjour à tous et bonjour Elsa. Bonjour à tous. C'est Camille pour Papyrus Univers et on est super contente de t'accueillir Elsa pour te poser des questions à propos de ton métier. Et puis tu es booktubeuse aussi, de temps perdu si on peut dire. C'est récent, mais oui. Déjà, je peux dire que je suis super heureuse de te connaître et on s'est connus en première année de master. Toi, est-ce que du coup, tu veux bien nous dire un peu justement quel a été ton parcours scolaire, tes études qui t'ont mené à ton métier? Alors, j'ai fait une licence littéraire qui maintenant n'existe plus, mais une licence de lettres. Ensuite, je savais depuis le début que je voulais devenir éditrice, mais les deux domaines qui m'intéressaient le plus dans l'édition, c'était les mangas et l'édition jeunesse. Et pour les mangas, il est très largement recommandé de savoir parler japonais, ce qui est assez logique. Et du coup, directement après le lycée, j'ai fait une licence de japonais à l'INALCO. Sauf que je me suis rendu compte que après, j'allais vouloir faire un master d'édition et qu'avec une licence de japonais, j'aurais beaucoup moins de chances d'être prise. Donc, en parallèle de ma licence de japonais, j'ai aussi fait une licence de lettres modernes à la Sorbonne. Et ensuite, j'ai fait mon M1 métier de l'édition et l'audiovisuel à la Sorbonne. Et ensuite, j'ai été prise au Master 2 politique éditoriale de Paris 4, qui est en fait le master le plus prestigieux pour l'édition. Ce Master 2, il est ouvert en alternance. Donc, j'ai fait mon alternance aux éditions du Seuil et de la Martinière Jeunesse, où j'ai été prise ensuite. Alors, quand tu as fait tes études, tu as tout de suite su que tu voulais être éditrice. Ouais, c'est-à-dire, en fait, je l'ai su très jeune. J'ai toujours été un petit peu angoissée par rapport à l'avenir sur les choses et j'aime bien planifier. De fil en aiguille, j'ai fait pas mal de recherches sur le monde du livre, sur les différents métiers et éditrice m'est apparu comme le métier qui me correspondait le mieux. Et alors, en quoi consiste vraiment ce travail au sein de la maison d'édition? J'ai de la chance parce qu'on est une petite équipe, on n'est que 3, dont moi. Donc, j'ai beaucoup de travail et beaucoup de responsabilités. C'est quelque chose que j'adore dans ma boîte. Moi, je m'occupe surtout des livres étrangers et ça représente quand même une grosse partie de notre catalogue. Ces livres étrangers, on achète les droits et ensuite on les confie à un traducteur qui passe quelques mois dessus pour les traduire et ensuite il nous les renvoie. Pour faire plusieurs choses, bon, bien sûr, vérifier tout ce qui est orthographe, typographie,
mise en page, etc. Mais aussi vérifier la traduction. Il y a toujours des lignes qui sautent, qui sont mal traduites ou des petites erreurs, enfin des moments où on est passé vite. Et donc nous, on vérifie systématiquement que ça a été bien traduit, ligne par ligne, mot par mot. Du coup, la plupart des livres qu'on achète sont des livres anglais et américains. Et effectivement, ça demande de savoir très bien parler anglais. Moi, je suis quasiment bilingue, du coup, ça se voit pas avec mon accent, mais disons qu'en termes de lecture, je peux lire couramment l'anglais sans aucun souci. Et donc, d'ailleurs, je lis la plupart de mes livres en anglais. Et donc, je compare effectivement ligne par ligne les deux versions du texte. En tant qu'éditeur, on vérifie effectivement que le texte est fluide, clair, joli, qu'il n'y a pas d'incohérence et que tout passe très bien. Et aussi, d'un volume 1 à un volume 2, qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a pas de changement de traduction, que tout reste bien clair, figé, etc. Ce que je fais sinon, c'est, en gros, on a des scouts, aux États-Unis notamment. En gros, c'est des gens qui sont là-bas pour repérer tous les textes qui pourraient potentiellement nous intéresser, qu'on pourrait vouloir acheter pour les traduire en français. Et donc, toutes les semaines, ils nous en envoient plusieurs. Et donc, on a une équipe de lecteurs qui, bien sûr, lit les textes et ils font des fiches de lecture et avec leur avis pour savoir s'ils recommandent ou non qu'on achète les droits. Mais nous, on repasse derrière ensuite pour regarder ceux qui pourraient nous intéresser. Et donc, moi aussi, mon travail, c'est je reçois les textes et je les lis et je fais des fiches avec mes commentaires et mon avis dessus, en donnant notamment mon avis, est-ce qu'on devrait acheter le titre ou pas. La dernière partie de mon travail, c'est tout ce qui entoure la promotion du livre, et donc c'est écrire les quatrièmes de couverture, écrire les argumentaires de vente. Cette fiche, en fait, complète, va être donnée à des gens qui vont être envoyés en librairie, et donc les représentants vont en librairie, mais c'est pas les seuls, il y a des représentants pour toutes les maisons d'édition, et donc les libraires vont après décider, par exemple, livre A, je vais en prendre 10 exemplaires parce qu'on nous l'a bien vendu, livre B, je vais en prendre 10, livre C, je vais en prendre 15, d'autres je vais en prendre que 5. Et comme les représentants n'ont pas le temps de lire tous les livres, évidemment, parce que on a nos représentants jeunesse, mais ils vont aussi souvent les représentants pour les maisons d'édition adultes, et aussi pour selon les départements de la maison, mais souvent ils s'occupent de tous les départements de la maison, et donc il va y avoir différents genres, et donc ils peuvent avoir parfois une centaine de livres à vendre quand ils vont en librairie, et donc ils peuvent pas lire tout. Et donc ces fiches, c'est un peu des fiches rappels pour eux et pour le libraire, pour les aider à vendre ces bouquins-là. On a aussi une équipe promotion qui va s'occuper de faire tout ce qui est post sur les réseaux sociaux, qui vont organiser des événements en librairie, etc. Et dès qu'il y a des textes associés, c'est nous qui les écrivons. Parfois, on n'a pas le temps, mais en tout cas, ils les écrivent pour nous, ils nous en vérifient. Donc, soit on les écrit, soit on les vérifie, pour s'assurer que, comme nous, on a lu les livres, que ça correspond bien. Moi, je veux bien revenir sur cette sélection des manuscrits, parce que finalement, ce sont des manuscrits que tu vas lire, que tu vas sélectionner, mais par contre, ils ont souvent déjà été du coup publiés une première fois, mais à l'étranger. C'est ça. Après, par rapport à la date où tout se fait, ça dépend vraiment. Soit le livre a été publié depuis 1, 2, voire 3 ans, parfois plus, et nous, on récupère ces textes-là, et après on les lit et on voit si on veut faire une offre ou pas. Mais il y a aussi des livres qu'on arrive à faire de façon presque concomitante, c'est-à-dire que, par exemple, c'est le cas surtout, principalement pour les séries, c'est-à-dire que quand on a une série qui marche bien et qui est du coup publiée aux États-Unis et aussi en France, parce que nous on l'a traduit, mettons que le tome 3 soit sur le point de sortir aux États-Unis, nous souvent on a le texte avant qu'il soit publié en fait en librairie, et du coup on peut travailler dessus. Après on a besoin de plus de temps parce qu'il faut qu'on change les couvertures, qu'on change tous les textes et qu'on fasse la traduction, donc souvent on est un tout petit peu décalé, mais on peut avoir parfois que 1 ou 2 mois de décalage avec la publication américaine, et pas 1 an, le temps que ça nous prendrait de base pour tout faire depuis le début si nous avait transmis le texte qu'après la publication. Mais est-ce que le fait qu'un manuscrit a déjà été sélectionné pour devenir un livre dans son pays d'origine, est-ce que ça ne veut pas déjà dire qu'il est très bon? Et dans ce cas-là, c'est peut-être bête comme question, mais est-ce que c'est pas un peu pas déjà gage de qualité? Le fait qu'il ait été publié, c'est déjà un gage de qualité, effectivement. Après, le problème, c'est qu'il y en a énormément qui sont publiés aux États-Unis, en Angleterre et même dans le monde entier, parce que je dis surtout les États-Unis et l'Angleterre, mais il y a aussi d'autres pays dans le monde entier dont on traduit les ouvrages. Et du coup, ça fait en fait énormément de livres. Et le problème, c'est pas tellement la question de la qualité, c'est la question de quel livre on va publier parmi tous ces livres-là. Nous, on est 2 maisons d'édition réunies, donc on en publie en général entre 50 et 60 par an, parce qu'on a le Seuil et la Martinière, et donc c'est généralement une trentaine pour la Martinière, une trentaine pour le Seuil, pour ce qui est des romans jeunesse. Et donc ça fait 60 livres par an, c'est beaucoup, peut-être un peu trop, mais en tout cas, ça reste un nombre de places, entre guillemets, limité. Et en plus, il faut prendre en compte le fait qu'on a des séries, et donc il y a des spots, entre guillemets, qui sont déjà réservés pour les tomes suivants des séries. Donc souvent, on a déjà la moitié quasiment des spots qui sont gardés pour les séries. Il faut choisir parmi eux, et c'est ça, en fait, notre travail. C'est pas tellement de dire si le livre est bon ou pas bon, encore que parfois on en a quelques-uns qu'on trouve vraiment pas excellents, mais la plupart du temps, ils sont quand même tous relativement bons. C'est juste qu'on cherche à sélectionner les meilleurs pour après les traduire en français et les avoir dans notre catalogue.
Le souci, c'est qu'on n'arrive pas toujours à y arriver, dans le sens où, en fait, les romans sont tous soumis à des enchères. C'est-à-dire que, mettons que le livre A nous intéresse beaucoup, on a envie d'acheter les droits et de le traduire. Le problème, c'est que souvent, si le livre A est très bon et qu'on est très intéressé, on ne sera pas les seuls intéressés. Et donc, toutes les maisons d'édition vont vouloir aussi l'acheter, et donc il y a des enchères. Et après, bah, c'est souvent celui qui propose le plus qui réussit à gagner le livre, entre guillemets. C'est aussi un équilibre à avoir, parce qu'on peut vouloir se dire on paie le plus possible pour avoir le livre quand on l'a, mais en même temps, après, il faut absolument qu'on rentre dans nos frais ensuite pour pas risquer la faillite. Oui. Donc, il faut aussi qu'on évalue le livre. Est-ce qu'il mérite un tel investissement? Est-ce qu'après, on pourra récupérer notre argent? Ou est-ce que ce livre-là va plomber tous les autres parce qu'après, on n'arrivera pas à rentrer dans nos frais? Ou est-ce qu'inversement, ce livre-là est tellement bon qu'il va réussir à vraiment se vendre, et donc il justifie qu'on mette vraiment de l'argent derrière pour après soutenir tout le catalogue. Effectivement, on sait juger, on va dire, les textes sur leur qualité intrinsèque. Donc il y a bien sûr, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Il y a les personnages, notamment leur depth, alors j'ai le mot anglais qui me vient, je ne sais plus comment c'est en français, leur profondeur et leur complexité psychologique, donc que ce ne soit pas des personnages de papier, qu'ils aient vraiment une vraie densité. Donc on a ça. Il y a aussi le fait de la relation entre les personnages, qu'elle ne soit pas stéréotypée, qu'il y ait vraiment quelque chose derrière, qu'elle soit recherchée, travaillée, et qu'elles apportent quelque chose au lecteur. Il y a aussi la question de l'intrigue, bien sûr, il faut qu'elle soit originale, mais aussi qu'elle soit bien rythmée, bien travaillée, qu'il n'y ait pas d'incohérence, qu'il y ait une certaine fluidité, qu'il y ait aussi un intérêt, parce que parfois, selon les rebondissements, ce qui peut arriver, il faut réussir à garder l'intérêt du lecteur du début à la fin. Il faut aussi qu'il y ait une progression, qu'il y ait des choses qui se passent, qui fassent avancer l'intrigue, qui provoquent des émotions chez le lecteur. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Il y a aussi bien sûr le style. Il y a aussi tout ce qu'on peut faire derrière qui influe, la promotion, et la couverture, et la quatrième de couverture. Donc c'est des éléments, on va dire, un peu extérieurs au livre lui-même, mais qui peuvent influencer sur la vente d'un livre. Donc ça, c'est des choses qu'on prend en compte. Et c'est ça aussi qu'on donne dans notre avis, dans nos fiches. C'est quand je fais des fiches de lecture pour donner mon avis, c'est aussi dire, je pense que tel livre a telle qualité, telle qualité, et donc ça vaudrait peut-être le coup de mettre plus d'argent derrière, ou peut-être un peu moins, parce que celui-ci, si la compétition est trop rude, peut-être mieux de laisser celui-là de côté, parce qu'il n'est pas exceptionnel par rapport à d'autres qui nous intéresseraient peut-être plus. Mais du coup, en parlant de plaire à des lecteurs, tu as aussi fait une chaîne YouTube où tu parles de tes livres adorés et tout, pour nous donner la possibilité de les découvrir, en fait. Tu veux bien nous parler un peu plus de cette chaîne? C'est vraiment les tout débuts, mais oui, effectivement, j'ai lancé ma chaîne il y a maintenant 1 mois et demi. Alors, mon amour de Booktube est très récent, c'est-à-dire que jusqu'à présent, j'avais un petit côté, je pense, arrogant, mais sans le savoir. C'est-à-dire que comme je suis dans l'édition et que je passe ma vie en librairie, que je lis énormément et que j'ai fait des études de lettres, j'avais un peu tendance à penser que j'avais pas forcément besoin d'aller sur Booktube et d'avoir des avis de booktubeurs sur les livres pour me faire mon propre opinion et pour choisir mes livres, parce que j'avais toujours été capable de le faire toute seule jusqu'à présent et ça m'avait plutôt bien réussi. Et donc, je suis allée j'ai regardé cette vidéo sur le booktube d'une booktubeuse américaine et j'ai adoré, parce qu'en fait, et ça m'a ouvert un horizon complètement différent par rapport à ce que je pensais, parce que non, je ne sais pas tout. C'était un gros moment d'humilité, parce que je ne sais absolument rien, même parce que moi, ce que je vois, c'est ce qui est en librairie, et puis en plus, c'est la librairie française, donc j'ai pas du tout accès à tout ce qui est librairie américaine, et ce qui peut être très mis en avant aux États-Unis ne le sera pas du tout forcément en France. C'était un choc. Et puis donc c'est à la fois hyper sympa à faire, hyper sympa à regarder. En plus, on a l'impression de faire partie d'une communauté, parce que les personnes, souvent, c'est des booktubeurs, en tout cas moi, ceux que je suis, partagent les mêmes goûts que moi, donc je me sens comprise et écoutée. Et puis il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et aussi, ça me permet d'avoir des recommandations vraiment parfaites pour moi. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je me basais pour acheter des livres sur la couverture, sur la quatrième de couverture, et sur un peu ce que les gens disaient autour de moi, mais c'était mes amis proches qui n'avaient pas forcément tout lu, forcément. Et du coup, c'était quand même, je m'en suis rendu compte, c'était très limité, surtout que un roman, une quatrième de couverture peut donner envie de lire un livre, une couverture aussi, et puis au final, le livre peut ne pas être à la hauteur. Donc c'était quand même un petit pari à chaque fois, et maintenant, ça l'est quasiment plus. Genre, l'année dernière, l'année 2020 a été une année exceptionnelle de lecture pour moi. C'est vrai que tous les livres que j'ai lus, du coup, étaient quasiment vraiment, je pense que 85% d'entre eux étaient absolument géniaux. Vraiment, la moitié d'entre eux sont devenus mes all-time favorites, des livres que j'adore et qui sont mes chéris dans mon cœur jusqu'à la fin des temps. Et donc, je me suis dit que j'aimerais bien avoir ma chaîne pour pouvoir donner mon avis, parce que peut-être que quelqu'un aurait des goûts encore plus proches des miens que ce que j'aurais pu voir autour de moi, et peut-être qu'il rechercherait mon avis pour avoir, on va dire, des recommandations encore plus précises et encore plus, on va dire, intéressantes pour cette personne-là.
Et donc, j'ai voulu le faire. Je me suis dit aussi que ça pourrait être une bonne aventure, que je testerais des nouvelles choses, que j'apprendrais plein de choses, puis que si ça marchait pas, tant pis. Une chose que j'avais remarqué parmi les booktubeurs, c'est que moi, je lis énormément de mangas aussi. Donc de mangas, de comics, de bandes dessinées. Et c'est vrai que les booktubeurs américains que je suis, souvent lisent énormément de romans. Parfois quelques graphic novels, donc des romans graphiques par-ci par-là, mais dans l'ensemble, c'est quand même 90% des romans. Et moi, ce que je voulais faire, c'était une chaîne YouTube qui regroupe les deux, et pour notamment créer des liens entre les deux communautés, parce qu'elles sont quand même assez séparées, je trouve, en tout cas, et c'est dommage. Et c'est quoi d'ailleurs son nom? Ah oui, pardon, c'est The French Book Dreamer, qu'il faut écrire D'accord. parfaitement bien pour l'instant qu'on veut trouver. Mais du coup, alors, c'est un nom en anglais parce que, chapeau, enfin franchement la chaîne, tu l'as fait tout en anglais. C'est vrai que je l'ai pas précisé, oui, je fais toutes mes vidéos en anglais. Après, il y a une raison derrière, comme je le disais, je lis tous mes romans en anglais quasiment. Et donc, je trouvais ça un peu étrange, en tout cas, de faire. Et les booktubeurs que je suis sont aussi des booktubeurs plutôt américains anglais, ou en tout cas qui parlent en anglais, parce qu'il y a aussi pas mal de booktubeurs comme moi qui viennent d'autres. Enfin, qui viennent d'autres pays, mais qui font leurs vidéos en anglais, et c'est pour atteindre un plus large public. C'était aussi mon objectif, atteindre un plus large public, et aussi pouvoir échanger davantage avec la communauté américaine et anglaise, parce qu'elle correspond plus à ce que moi je recherche, plus à mes goûts, et aussi concrètement, on peut lire les mêmes choses et en même temps. Parce que le souci, c'est que les livres que je lis ne sont pas toujours traduits en français pour l'instant, et donc c'est assez frustrant quand je recommande des livres en français à mes amis. Parfois, le livre n'a pas été traduit, donc je suis obligée de leur recommander de le lire en anglais, et tout le monde n'a pas le niveau pour le faire. Après, mon accent n'est pas encore parfait, hein, mais bon, en espérant qu'en m'améliorant, petit à petit, je ferai de moins en moins de fautes quand je parle à l'oral vite, et que j'ai pas à me réenregistrer 50 fois pour parvenir à un résultat à moitié satisfaisant. Moi, j'ai eu le plaisir d'en regarder quelques-unes et vraiment c'est incroyable, enfin c'est déjà vraiment bluffant. Et toi, quand, tu vois passer du coup des super bons manuscrits, j'imagine, oui, que ton rôle, c'est vraiment, de le signaler et de tout faire pour qu'il soit vraiment édité par ta maison. Et est-ce que parfois c'est l'inverse? Est-ce qu'il arrive que, tu sois un peu étonné que, ta propre maison édite des romans que tu aimes moins? Ça arrive. Après, j'essaie de pas trop me fier à mon jugement, c'est-à-dire que bon, j'ai la chance d'avoir des goûts, on va dire, proches de mon public cible. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il y a des éditeurs qui parfois publient des romans qui sont pas forcément, par exemple, il y a des éditeurs de fantasy qui sont pas forcément eux-mêmes fans de fantasy. C'est un peu dommage, mais ça arrive. Moi, il se trouve que je lis énormément de romans jeunesse, et que j'adore ça. Et que, mais en plus, troisième chance, les romans jeunesse, enfin, disons que mes goûts sont un peu mainstream. Si j'aime un roman jeunesse, la plupart du temps, je suis pas la seule. Et si je l'aime pas, généralement, je suis pas la seule non plus. Comme je lis énormément de romans jeunesse, je connais, on va dire, le public cible, et je connais les livres qui sont sur le marché, ce qui marche pas. Et donc, j'arrive un peu à prendre mes distances avec mon propre opinion. Donc, ça arrive que je travaille sur un livre dont je ne suis... C'est rare que je les déteste, mais dont je ne suis pas vraiment un fan, on va dire. Mais je vois pourquoi est-ce qu'il pourrait toucher un public, et donc je mets mon propre opinion de côté, et je me dis, faisons le meilleur livre possible pour ceux qui vont l'adorer, même si je n'en fais pas partie. Merci beaucoup. Merci à toi. Ainsi, Elsa met son amour de la lecture au service de son métier d'éditrice. Parlant couramment l'anglais et le japonais, elle est déterminée à continuer à vivre de sa passion en étoffant le catalogue de sa maison d'édition et en développant sa chaîne Booktube, The French Book Dreamer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Papyrus Univers. Vous découvrirez d'autres interviews et plongerez dans les coulisses des métiers du livre.